Les écrans nous abrutissent-ils? La question du débat de ce soir est un peu provocante, sachant que c'est grâce aux écrans que nous vous retrouvons ce soir, entre l'annonce qui a été diffusée sur le site internet du Collège des Bernardins, l'éventuelle réception d'un e-flyer ou encore pour nos fidèles téléspectateurs de KTO, les écrans n'ont jamais été aussi nombreux et aussi présents dans nos vies. Télévision, smartphone, tablette, ordinateur, dispositifs d'affichage, montres connectées, ils sont partout. Alors comment circonscrire précisément la juste place qu'il convient de leur attribuer sans sombrer ni dans une méfiance excessive, ni dans un engouement sans limite? Faut-il voir dans le développement des écrans une véritable révolution? Dans quelle mesure impacte-t-il nos comportements, mais aussi nos rapports à autrui et nos rapports au savoir? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions au cours de notre débat de ce soir, mais avant, l'équipe des Mardis souhaitait remercier Delphine Meunier, doctorante à Paris 4 Sorbonne, pour son investissement dans cette émission. Elle n'est pas sur le plateau. En revanche, sur ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir 4 invités. Tout d'abord, Damien Leguet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, critique littéraire et essayiste. Vous êtes maître de conférences à HEC et auteur de L'Empire de la réalité. Ou comment accroître de la télé-réalité, pardon. Ou comment accroître le temps de cerveau humain disponible, c'était le sous-titre. Vous êtes également l'auteur de ce fascicule 12 questions à se poser avant de laisser les enfants regarder la télévision, qui est une question que beaucoup de parents se posent. Un fascicule édité par les éditions de l'Emmanuel avec le soutien des associations familiales catholiques. Elena Veschinelli, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheur en philosophie et en sciences cognitives. Vous êtes chargé de cours à l'École normale supérieure de Paris et membre de l'Institut Jean Nicot, un centre de recherche du département d'études cognitives de l'École normale du CNRS. Alain Bentolila, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes linguiste et professeur à l'Université Paris-Descartes. Vous avez publié de nombreux ouvrages dont on parlera tout à l'heure, je les montrerai également, notamment sur l'illettrisme des jeunes adultes et l'apprentissage de la lecture et du langage chez l'enfant. On y reviendra. Enfin, nous sommes ravis d'accueillir également Patrick Boucheron. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et éditeur et vous vous intéressez beaucoup aux parallèles souvent dressés entre notre époque et celle que vous enseignez à Paris 1, à savoir la période de l'histoire médiévale. Alors, les écrans dans nos vies sont-ils une révolution? On va dire commencer avec vous, Patrick Boucheron. D'une manière générale, est-ce que vous observez un trop grand repli face à la modernité et la nostalgie d'un temps où les gens auraient vécu finalement de manière plus saine sans écran? Vous savez, ce qu'on demande à l'historien en règle générale, et je pense assumer ce rôle autour de cette table, c'est deux choses, et c'est deux choses contradictoires. D'abord, c'est de nous rassurer dès lors qu'il y a une nouveauté qui nous inquiète, dès lors que quelque chose dans nos vies semble révolutionner nos comportements, alors on peut demander à l'historien, est-ce que vraiment c'est si nouveau que cela? Et dans ce cas-là, il peut dire, mais non, vous savez, des révolutions de l'information, nous en avons connu beaucoup et toutes ont d'une certaine manière suscité les mêmes comportements inquiets, le plus souvent même paniquer. Il suffirait de faire la liste, mais nous aurons peut-être le temps de le faire, des terreurs qu'ont suscité non seulement l'apparition de la télévision, mais avant de la radio et avant du télégraphe, etc. Et qu'en réalité, les révolutions seraient amorties. Donc d'une certaine manière, ce qu'on peut attendre de l'historien, c'est de dire, vous savez, c'est plus compliqué que ça et surtout c'est plus long que ça. Mais en même temps, je ne suis pas sûr de devoir assumer pleinement ce rôle parce qu'il est possible que cette révolution-là, la révolution numérique qui est celle qui nous occupe aujourd'hui, soit véritablement sans précédent. Et il peut arriver effectivement à l'historien de refuser ce rôle et de dire oui, d'une certaine manière, nous sommes sans filet, parce que la vitesse de l'information et la rapidité, au fond, des transformations sociales que cette vitesse induit ne nous a été préparée par rien qui, dans l'histoire, pourrait lui être comparable. Et permettez-moi, pour l'instant, de maintenir cela dans l'incertitude. Alors, cette notion de vitesse, c'est l'une des choses effectivement que l'on reproche souvent. Damien Leguet, comment est-ce que vous expliquez toutes ces critiques qui sont formulées à l'égard des écrans de manière générale, c'est mal pour les enfants, les jeux sur téléphone, c'est stupide, et à l'inverse, l'idée qu'avant on lisait beaucoup plus, qu'on avait une meilleure mémoire, etc. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Je l'explique surtout parce qu'il me semble que la mise en garde mérite quand même qu'on la fasse. Moi, je serais plutôt dans la deuxième partie de ce que M. Boucheron vient de dire, c'est-à-dire plutôt sur il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une révolution. Alors appelons ça révolution technique, c'est évident, mais il me semble qu'il y a une révolution anthropologique qui est très forte. Prenons un exemple simple pour bien mesurer et comprendre de quoi il s'agit. On dit qu'un enfant, disons, pour une année entière, discute avec ses parents pendant 50 heures. On dit qu'il est à l'école pendant 850 heures. Et durant cette même année, il passe à peu près 1200 heures devant la télévision et 1400 heures devant les autres écrans. Donc, vous avez 2500 heures par an que nos chères têtes blondes passent devant la télévision, 3 fois plus qu'à l'école. Donc, il est légitime de penser qu'effectivement, et certains qui réfléchissent à ces questions-là le disent, que la télévision est devenue, et les écrans de façon générale sont devenus, à la fois un deuxième parent qui s'ajoute aux autres, donc un troisième parent, et une deuxième école. Qu'il y a quelque chose qui se passe là et qui est complètement inédit. Hannah Arendt, que j'aime bien lire et citer, nous dit bien que le rôle de la famille, le rôle de cette sphère particulière, c'est bien de protéger, dans une forme d'obscurité sécurisante, les enfants du monde extérieur, de les acclimater à autre chose. Voilà. Eh bien, cette sécurité-là a complètement disparu, parce que le monde extérieur, par les écrans, vient chercher, solliciter, formater les enfants. Donc il me semble qu'il y a quelque chose dans cette révolution-là qui est absolument essentiel, parce qu'il y a un conflit très fort entre la culture du livre et la culture de l'écran. Le livre, l'école, suppose la patience, l'attention, suppose tout ce qui nécessite une forme de concentration continue, perlée d'ennui, pour arriver à surmonter cet handicap et cette ignorance qui est la nôtre, ou cette brutalité, pour reprendre votre terme, qui est la nôtre, pour accéder à un domaine qui ne nous est pas naturel, qui est celui du savoir, de l'enseignement, de ce que les Grecs appelaient la paideia. Eh bien, il y a là un conflit gigantesque dont, malheureusement, on ne prend pas suffisamment conscience, parce que tous les rapports ou les éléments que l'on voit, et je dis ça en présence de M. Bentolila, qui a la chance depuis des années de nous mettre en garde contre ce que les écrans peuvent effectivement apporter comme élément déstructurant dans la capacité d'apprentissage, mais malheureusement, beaucoup d'autres voix nous laissent penser qu'il y a une acclimatation qui va se faire doucement et que nous serions donc dans la première branche de l'alternative que M. Boucheron indiquait. Vous l'avez dit, M. Bentolila, dont je montre à nouveau le livre, Comment sommes-nous devenus si cons? M. Bentolila nous a souvent mis en garde, vous parliez de formatage, vous avez, vous aussi, M. Bentolila, un regard assez critique, vous l'avez donc diffusé, ce regard assez critique dans ce livre au titre très provocateur. Votre coup de colère, je le précise, touche à l'ensemble de la société, de l'école à Internet, vous vous attaquez violemment à la télévision, aux séries notamment. Alors, à vous lire, il s'agit peut-être d'une révolution, mais aux effets très négatifs. Une fois qu'on a fait qu'on a dressé ce constat, qu'est-ce que vous suggérez de faire? Oui, ce livre dont le titre peut vous paraître peut-être à la fois provocateur et peut-être inutilement trivial, vient juste après un autre livre qui s'appelle Langue et Sciences, que j'ai fait avec mon délicieux ami Yves Quéré, qui est un des promoteurs de la main à la pâte, et dans lequel nous disions tous les deux ensemble combien nous comptions sur les technologies nouvelles pour rendre plus intelligents nos enfants et nous rendre tous plus intelligents. Et c'est dans le tous peut-être que réside tout le débat. Ce qui m'importe, moi, ça n'est pas d'être pour ou contre une technologie, ça n'est pas d'être nostalgique d'une période de notre histoire qui serait meilleure, plus intéressante que celle que nous vivons aujourd'hui. Pas du tout. Je suis un homme du présent, je suis même un homme, j'espère encore, de l'avenir et du futur. Mais ce qui m'importe, c'est le mot « tous », tous nos enfants. C'est-à-dire
je me bats depuis toujours pour qu'on ne laisse pas systématiquement et de façon programmée un certain nombre de nos enfants, je dis bien de nos enfants, c'est-à-dire les miens, mais ceux de Sarcelles, ceux d'Aubervilliers, etc., nos enfants. Je me bats pour qu'on ne laisse pas, de façon programmée, disais-je, ces enfants sur le bord du chemin. Et je vous dis simplement une chose, pour ne pas prendre trop longtemps la parole. Sachez quand même que sur 1000 enfants qui rentrent au cours préparatoire aujourd'hui, 1000, ce sont les dernières recherches que nous avons menées dans notre laboratoire associé à celui du CNRS de Guy Desnières. Sérieux, vraiment sérieux. Sur ces 1000 enfants, nous avons simplement fait une enquête très précise sur le nombre de mots qu'ils connaissaient. Ils disaient « je les connais, je les ai déjà entendus », dont ils avaient une bonne idée du sens et qu'ils savaient utiliser dans une phrase. Bon. Sur ces 1000 enfants, nous en avons, si vous prenez les 20% qui ont le plus de mots connus et compris, on a environ ces 20% supérieurs connaissaient entre 2200 et 2300 mots. Les 20% pauvres, ceux qui ont le moins de mots et qui en connaissent, qui comprennent peu les mots, culminaient à 250-300 mots. Le rapport est donc de 1 à 8,5-9. C'est cette population-là à qui on fait une proposition aujourd'hui, une proposition numérique. Moi, mon souci, c'est de dire comment est-ce que cette révolution numérique est capable de faire en sorte que ces enfants démunis linguistiquement et intellectuellement soient capables, effectivement, non pas de rattraper parce qu'il y a des handicaps sociaux et culturels irrattrapables, mais ne soient pas condamnés à 6 ans à ne pas apprendre à lire, à ne pas apprendre à écrire, à arriver au collège pour être achevé, parce que le collège achève les enfants fragiles. Est-ce qu'il y a une voie technologique de résilience? Ça tient en ce terme-là. Est-ce qu'il y a une voie technologique de résilience? C'est-à-dire, est-ce que le numérique peut être un facteur de résilience quand on fait le constat d'une inégalité aussi terrible? Voilà. J'espère que vous nous apporterez tout à l'heure, effectivement, on va donner par Mme Pasquini la réponse à cette question, parce qu'effectivement, c'est intéressant de se la poser et on a envie, du coup, d'en connaître la réponse. Elena Pasquinelli, vous êtes, vous, membre de La Main à la Pâte. Alors, qu'est-ce que c'est que La Main à la Pâte? C'est une fondation qui a pour mission de contribuer, arrêtez-moi si je me trompe, mais de contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement de la science et de la technologie, justement, à l'école primaire et au collège. Alors, en ce qui vous concerne, vous vous intéressez à la façon dont on peut éduquer les gens à un usage raisonné des écrans. Le terme raisonné est important. Alors, quel est le principal enseignement de vos recherches sur ces questions et dans quelle mesure est-ce qu'il rejoint, est-ce que votre enseignement rejoint les conclusions du rapport publié par l'Académie des sciences sur cette question des écrans? C'est beaucoup de questions. Oui. C'est compliqué. Je vais y aller par petits bouts et on continuera la conversation avec les chers collègues. Je voudrais remercier d'abord M. Bentolila pour ces mots magnifiques sur les enfants et sur cette horrible division et séparation qui ne peut que se creuser au cours du temps entre ceux qui arrivent avec un bagage de langage et de savoir pour rejoindre la question qu'est-ce que les recherches en sciences cognitives peuvent nous dire. Un ami commun très cher, fondateur de La Main à la Pâte. Lire, écrire, parler et raisonner. Voilà. C'est l'un des mots que la Main à la Pâte a hérité et continue à prendre de Yves Querré. Donc, s'il y a une contribution effectivement des sciences cognitives au discours général là, sur cette division, c'est effectivement l'idée que cette division ne va que se creuser et que les premières années de vie ont une importance cruciale pour arriver à combler en partie des divisions sociales qui de toute manière vont rester, mais pour ne pas laisser en arrière les enfants encore plus. Et ça, c'est l'une des missions
de la main à la pâte. À travers l'enseignement des sciences, il peut y avoir beaucoup de moyens qui sont différents. L'enseignement du langage, de la lecture, l'enseignement du langage faisant partie, au moins pour de notre action de la main à la pâte, de l'enseignement des sciences. Les sciences sont aussi un moment où on s'approprie d'un langage spécialiste, où on s'approprie des différences qu'on ne remarque pas nécessairement tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, et on y met des mots par la suite, ou on découvre des mots et on y met des expériences. Donc un jeu continu d'éducation entre le faire et le dire. Faire et dire qui peut inclure effectivement aussi des technologies qui font partie désormais de notre vie quotidienne. Il est très important au sein de l'activité de la main à la pâte de ne pas penser qu'on puisse substituer l'expérience concrète, l'expérience vivante avec les objets du monde qui nous entoure, la substituer par des simulations virtuelles, la substituer par des reproductions et des représentations, mais du moment où ces technologies font partie de notre monde, l'expérience avec ces technologies fait aussi partie des expériences à faire et à apprendre à faire. En ce qui concerne l'usage raisonné des écrans, ça a été une préoccupation qui est arrivée à la main à la pâte à travers un autre ami commun avec M. Bentolila, Pierre Lénard, autre fondateur de la main à la pâte. On a ce panthéon magnifique de fondateurs qui continue à nous inspirer beaucoup, qui, il y a 3 ans, 4 ans, est arrivé à la main à la pâte, qui jamais s'était occupé des nouvelles technologies et des technologies, avec cette préoccupation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants, pour tous les enfants? C'est un mot très présent dans notre discours, pour tous les enfants, pour les aider, les accompagner dans un usage raisonné des écrans. Et son idée, et c'est pour ça qu'il m'avait contacté à l'époque et ramené dans la main à la pâte, je suis entrée à la main à la pâte à travers ce projet, son idée c'était de monter un projet autour des écrans et du cerveau. Chose qui était vraiment originale. Il est astrophysicien, c'était encore plus original de la part d'un astrophysicien d'avoir l'idée de se tourner vers le cerveau et pas vers les étoiles pour comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accompagner les élèves à mieux comprendre les écrans et quel est leur impact avec notre cerveau, comment notre cerveau est sollicité, est mis en jeu quand nous nous interagissons avec des écrans, et à partir de cette compréhension de qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de lire, ou je suis en train de jouer, ou je suis en train de regarder la télévision, ou je suis en train d'interagir avec un téléphone, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Et à partir de là, principe de la main à la pâte, à partir d'une compréhension profonde, d'un raisonnement, trouver des stratégies d'utilisation. Alors justement, quelles sont, je pensais venir plus tard, mais quelles sont les conséquences qu'ont ces nouvelles pratiques sur la formation du cerveau? Il est très, très difficile, je pense, de se prononcer d'une façon parfaitement rigoureuse aujourd'hui. D'abord parce que les écrans représentent une grande variété, non seulement d'objets, mais des pratiques. Et donc, c'est risqué de se lancer dans des affirmations, à mon avis, extrêmement générales sur les écrans. Ça dépend de l'écran lui-même, de l'interaction, de la modalité dont il est utilisé, de l'âge à laquelle commence cette interaction. Au moment où on a démarré ce projet, qui a été très, très prenant pour une partie de la main à la pâte, on s'est donné pour objectif de regarder, je me suis donné pour objectif de regarder toute la littérature que je pouvais arriver à analyser sur l'impact des écrans sur le cerveau. Et le premier constat, c'est que cette analyse est impossible. Et c'est un constat intéressant. On pense que du moment où toute l'information est à notre disposition, on pourra utiliser toute l'information. Et on s'est rendu vite compte que ce n'est pas le cas. On se sent juste beaucoup plus coupable par rapport au passé de ne pas avoir regardé toute la littérature. Avant, on pouvait dire « je n'ai pas pu aller à Rome consulter la bibliothèque ». Mais maintenant, la bibliothèque, elle est là, mais on n'y arrive pas. Premier constat. Deuxième constat, il y a beaucoup de débats au sein de la littérature scientifique et c'est très difficile de démêler des fois des positions plus idéologiques, des vrais résultats de recherche expérimentale très solides. Ceci ne peut pas être utilisé comme justification pour ne rien faire
ou pour se mettre sur un banc et dire, bon, on va attendre les prochains 20 ans, il y aura des résultats et on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec. Justement, c'est la question que j'avais envie de vous poser à tous. Vous l'avez dit en filigrane, tout n'est pas acheté dans les écrans. Et en même temps, il y a des dérives contre lesquelles vous nous mettez en garde les uns et les autres. Est-ce qu'il faut apprendre à résister ou partir du principe que, quelque part, on ne peut pas arrêter la mer ? Il est évident, si vous voulez, que le seul mot qui vaut aujourd'hui, c'est résistance. Mais pas résistance pour refuser, résistance pour prendre la main, résistance pour maîtriser. Parce que c'est ça, mais c'est toute l'histoire de l'homme. Enfin, pardon de dire ça en votre présence, mais c'est l'histoire, c'est-à-dire la technologie ne vaut que dans la mesure où, effectivement, l'homme, sur le plan physique, mais surtout sur le plan intellectuel, est capable de la maîtriser, c'est-à-dire d'en faire quelque chose d'utile pour qu'il puisse avancer, mieux comprendre et mieux agir sur le monde. Et pour le bien de tous. Et pour le bien de tous. C'est-à-dire qu'il y a une partie éthique dans cette affaire qui est importante. Hein. Pensez au nucléaire, pensez voilà, tout ce qu'on peut faire d'horrible avec des choses formidables. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que ça nous arrive aujourd'hui. D'accord avec vous pour dire qu'effectivement, quand on se penche sur les littératures, il y a tout, du bon, du pas bon, de l'idéologique et du scientifique, etc. Mais il y a un certain nombre d'inquiétudes que nous pouvons avoir. Parce que moi, quand je lis la littérature comme vous, je la lis, et je m'en excuse vraiment, mais je la lis avec un certain nombre d'opinions, d'idées, de questions. Donc, c'est-à-dire que j'oriente ma lecture. Parce que si vous n'orientez pas votre lecture, c'est tellement énorme, et il y a tellement tout, et vous ne savez pas véritablement quelles sont les motivations des uns et des autres, que vous n'en tirez rien. Quelles sont mes inquiétudes concernant la question de l'écran? J'en prendrai 3, si vous voulez, et puis je laisserai ensuite la discussion s'instaurer. Peut-être pas autour de ces 3 seulement, mais bon, en tout cas, c'est les 3. La première, c'est que la télévision est formidable, magnifique, merveilleuse. On y apprend des choses tout à fait étonnantes. Ça permet effectivement d'approcher des choses qu'on n'aurait jamais approchées. Évidemment. Sauf que il y a une chose dans la télévision qui m'interpelle et qui m'inquiète, c'est le fait que la télévision nous habitue, enfin, je pense à la télévision de masse, c'est-à-dire celle qu'on regarde vraiment très souvent et que énormément de gens regardent. Donc, c'est pas Arte. Bien que je me doute que tout le monde ici, et nous, bien sûr, ne regardons que... Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On regarde aussi Les Feux de l'amour et on regarde... Voilà, il faut pas se leurrer non plus. La proposition massive de la télévision est une proposition qui nous dit « Ne vous en faites pas, nous prenons soin de votre esprit, vous ne serez jamais étonné par rien, rien ne vous choquera. Vous saurez par avance ce que vous allez voir. » Et donc, c'est cette prévision, hein, c'est-à-dire je sais avant de voir, hein, c'est cette prévision de la télévision qui, par ces séries où vous savez qui est le bon, qui est le méchant, où vous savez tout à l'avance, et vous vous asseyez mollement dans votre canapé en vous disant... Je ne risque pas de ne pas comprendre. Or, comme le dit Yves Quéré, ce qui est le moteur de l'intelligence, c'est il desiderio di sapere, le désir de savoir. La télévision tue le désir de savoir dans sa proposition massive. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Donc voilà, première inquiétude. Deuxième inquiétude, c'est... Elle est plutôt... C'est l'écran Internet. C'est-à-dire que l'écran Internet est un écran qui nous convie
à une promenade aléatoire. C'est-à-dire qu'elle nous propose une démarche d'induction. Vous allez quelque part, ça vous fait aller ailleurs, et puis vous allez ailleurs, et puis vous allez ailleurs, et puis vous échouez sur une plage, et vous vous dites, où suis-je? Que fais-je? Qu'est-ce que je fais là? Et vous êtes arrivé là. Et le principe même d'Internet, si on n'y prend pas garde, parce que c'est ça, comment hisser la voile, prendre le gouvernail à pleine main, s'attacher au mât, pour ne pas écouter les sirènes. C'est ça la résistance. Bon. Et aller où on veut aller. Et ça, si vous voulez, c'est un travail complètement assez difficile, compliqué, et qui effectivement demande beaucoup de résistance. La troisième, et je termine là-dessus, vraiment, dernier point, c'est que j'ai peur pour notre mémoire collective. J'ai peur que Internet, le numérique, n'incite nos enfants, pas nous parce que on a pris l'habitude, au contraire, d'emmagasiner dans notre propre mémoire personnelle. J'ai peur que Internet incite nos enfants à penser que puisque les savoirs sont là gisants, j'utilise gisant, vraiment, c'est gisant, il n'est pas nécessaire de se les mettre en mémoire. Et donc, cette question de la mémoire est une des questions que je me pose. Voilà, pardon, j'ai été un peu long. Vous avez décelé 3 inquiétudes. Je vous donne la parole tout de suite. Je voulais juste faire réagir Patrick Boucheron sur ces inquiétudes. Est-ce que vous qui voyez les choses à travers le prisme de l'historien, vous percevez les mêmes inquiétudes qu'on vit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un parallèle avec la résistance au livre au moment de la révolution de l'imprimerie et ce qui s'est passé à l'époque? Bien sûr. Oui, sans doute, parce que ce qui est en question, si vous voulez, ce sont des questions compliquées. Ça, je le saisis bien à vous écouter, et je préfère que ces questions compliquées, on les aborde justement avec les études, avec les sciences cognitives, avec tout ce qui permet parfois de manière contre-intuitive de saisir la complexité de ces phénomènes. Maintenant, sur le plan social, il faut aussi dire que face à ces problèmes compliqués, les élites ont des solutions simples. Il y a une étude qui a montré qu'à Silicon Valley, tous les grands potentats de l'économie numérique ne voulaient qu'une chose pour leurs enfants, c'est qu'il n'y ait pas d'écran. Je fais une parenthèse, le pape François, parce qu'on est diffusé sur KTO, le pape François a déclaré en mai dernier qu'il n'avait pas regardé la télévision depuis 25 ans et qu'il n'a d'ailleurs pas qu'il ne va jamais sur Internet. Il a entre parenthèses 60 millions de, je sais pas quoi, 60 000 followers sur Twitter, mais enfin, en tout cas, il n'y va pas. Bien sûr, c'est pour les autres, mais c'est pas pour soi. Oui, donc ça. Oui, par ailleurs. Il a tort, parce que c'est pas ça. Je veux dire, enfin, ça m'étonne de lui, d'ailleurs. Damien Leguet. C'est juste pour qu'on puisse dialoguer un peu, c'est pour ça, comme le temps passe. Non, je voudrais juste dire, j'ai bien entendu ce que ma voisine a dit. Moi, il se trouve que j'ai lu quand même un peu attentivement l'avis de l'Académie des sciences sur l'enfant et les écrans, et que je retiens deux choses que vous avez dit. Un, qu'on ne sait pas très bien. Deux, qu'effectivement, il y a beaucoup de littérature contradictoire. Enfin, il n'empêche quand même que cet avis de l'Académie des sciences, sur deux points en particulier. Et j'ai vu qu'il y avait un article tout récemment de Michel Desmurget qui était relativement critique contre ce rapport-là, indiquait que, en ce qui concernait les jeux d'action, il y avait beaucoup de positifs pour éveiller, effectivement, pour stimuler l'intelligence, alors que, bien évidemment, il y a des éléments de violence et d'exposition à de la violence et à des éléments de pornographie qui, soit dit en passant, vu tout ce qui est vu sur Internet ou sur ces jeux-là ou ailleurs, ne fait rien pour valoriser l'image de la femme et de l'égalité qui peut exister entre les hommes et les femmes. Donc si on cherche du machisme, il est là. Voilà. Bon. Et deuxième chose, on recommande clairement qu'effectivement, pour les enfants de moins de 2 ans, les écrans tactiles puissent être utilisés là aussi pour éveiller les enfants. Moi, je pense que tout ce rapport-là fait partie de toute cette technophilie où on considère qu'il y a quelque chose de nouveau. On va avoir un rapport, on a eu un rapport, on va avoir 1 milliard d'investissements pour diffuser toutes les technologies dans les écoles et faire en sorte qu'effectivement tous les petits-enfants puissent rattraper, ce qui est complètement illusoire, les inégalités dont parlait à juste titre M. Bentolila. Tout ça, je pense qu'il y a résister. Résister, ça veut dire résister. Ça veut dire de considérer qu'il y a à l'école un temple. Le temple, c'est sacré. Et donc, tout ce qui est à l'extérieur doit, autant que faire se peut, rester à l'extérieur.
Rester à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sacré à l'école dans l'apprentissage, la patience, le temps, voilà, et tout ce qui n'est pas relié à ces écrans, cette vie-là. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose de très négatif qui a été fait par l'Académie des sciences pour ouvrir la porte à l'usage qu'on va avoir de plus en plus de cela. Première chose. Deuxième chose, parce que je vois que le temps passe et que je n'ai pas tellement parlé, donc je vais essayer de rattraper un peu le temps perdu. Deuxième chose qui me paraît absolument essentielle, c'est que ce qu'on ne maîtrise pas, c'est pour ça qu'il faut avoir un principe de précaution sur cela, sur tous ces écrans, plutôt que de laisser les écrans entrer là-dedans. C'est que plutôt que de corriger les inégalités, ça les renforce. Il ne faut pas croire que ceux qui, par ailleurs, ont chez eux ce qu'il faut pour mettre de la distance et faire en sorte de tenir ces écrans-là dans un discours, etc., tous ceux qui ont les moyens savent très bien, et c'est ce que disait, que plus on est au courant de cela, et plus on se maintient à distance de tout cela. Donc, c'est d'une certaine façon, l'usage immodéré des écrans, il est réservé à ceux qui déjà ont des handicaps. Et on ne va pas comme cela. Troisième chose, l'apprentissage, pour moi, il est archaïque. Il y a des choses archaïques dans la vie. C'est archaïque. Ce n'est pas la technologie qui va renforcer la capacité d'apprentissage. C'est archaïque. Il faut s'y mettre, il faut y aller, il faut apprendre, il faut travailler sa mémoire, il faut travailler son raisonnement. Et tout ça est absolument archaïque. Et il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister quand même qui est absolument fort. C'est que les écrans, c'est ça qui est incompréhensible ou c'est ça qui est extrêmement négatif. C'est que je citais Hannah Arendt sur cet élément effectivement de la famille et du foyer comme élément qui protège du monde extérieur avant que l'enfant, celui qui n'a pas la parole, puisse l'avoir et puisse être à même d'intégrer le monde. C'est comme le monde effectivement par les écrans vient, il y a un choc de culture. Un choc de culture, je vais prendre deux exemples simples. Un, la question de la violence. On sait, tout le monde sait, et on l'a vu, c'est pas la peine d'avoir beaucoup d'études là-dessus, qu'effectivement, les enfants sont exposés en permanence à des images d'une violence inouïe. Une banalisation de la violence qui, bien évidemment, avec les doses massives de présence des enfants devant les écrans, ne fait que renforcer. Et Serge Tisseron, qui a participé donc à la vie de l'Académie des sciences, le dit bien, que forcément, plus les enfants sont exposés à la violence, et plus forcément, ils sont à même de reproduire ou d'être dans cette situation un peu fébrile, ou de trouver que c'est un mode de résolution. Et M. Bentolila le dit depuis des années, l'insécurité linguistique et culturelle provoque quoi? La violence. Donc, il faut lutter contre la violence. Et dernière chose, sur laquelle j'insisterai, c'est la question qu'on ne mesure pas tellement, mais qui est massif dans les écrans, c'est la question de la pornographie. Il y a des images qui sont décalées. Et on sait maintenant, les études sont là pour le montrer, que des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans ont vu pour moitié des images pornographiques. Alors, les images pornographiques, pour nous qui sommes adultes, majeurs et vaccinés, ça correspond à quelque chose que l'on peut comprendre. Bon. Mais pour des enfants, ça veut dire quoi? Il y a un phase de décalage absolu. Donc, la sexualité, la pornographie, et je ne parle même pas de l'idée que l'on se fait de la femme, qui est d'un négatif absolu. Voilà. La femme comme objet soumis. Donc, quelque chose là, et qui est, alors, sur Internet, qui est absolument massif. Bon. Et cette idée de la pornographie, donc des images violentes, donc de la sexualité avant l'amour, donc de l'acte avant la parole, donc du discours amoureux qui viendra quand il viendra, mais le plus important, c'est de passer à l'acte et d'y aller, tout cela provoque quoi? Provoque une forme de morale cathodique qui vient, et des écrans, qui vient télescoper toutes les autres formes de morale personnelle, individuelle, toutes les autres formes de développement personnel, d'apprentissage de soi, qui sont ô combien indispensables. Si on vous suit bien, la morale cathodique va à l'encontre de la morale catholique. Absolument. Elle a été balayée, c'est elle qui balaye absolument tout. Pas seulement de sexe. Non, mais pas... Si je peux me permettre, ce que je ne comprends pas dans les débats d'une manière générale, c'est le mot écran, finalement. Parce que de quoi parle-t-on? Si le temps, disons, d'Internet chasse le temps de télévision,
ce qui est apparemment, ce qui peut être le cas chez certains jeunes. Alors si ça s'ajoute, c'est plus grave. Mais oui, enfin, en même temps, si j'ai bien lu certaines études, les jeunes sont moins intéressés par la télévision, je dirais, dans ses formes traditionnelles. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'ils perdent pas grand-chose. Encore qu'on peut discuter aussi sur les séries. Il y a aussi des séries qui, voilà, c'est ça, hein, qui ont. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que on est en train de superposer avec ce terme écran, technologie, instantanéité et image. Il y a quelque chose aussi qu'il faudrait considérer, ce sont des pratiques de l'écrit. Alors, je suis bien d'accord avec vous que c'est un écrit pauvre, et on ne peut pas dire que la littérature par SMS nous bouleverse sur le plan formel et esthétique. Mais il n'empêche que si on voit les pratiques réelles, au fond, des adolescents, d'une certaine manière, ils écrivent davantage que moi, je n'écrivais à leur âge. Alors, justement, vous parlez des SMS, Patrick Bourchon. Pour certains adeptes des SMS, de la télézapping, le fait de lire un roman avec des longues phrases, je pense à ceux de Marcel Proust notamment, c'est parfois un exercice très difficile. Dans quelle mesure les écrans changent notre rapport au texte ? Ça, encore une fois, je n'ai pas les moyens ni linguistiques ni cognitifs de répondre à cette question. Mais ce que je veux dire, c'est que le pire n'est pas certain non plus. C'est-à-dire que si socialement, et là on peut tous s'accorder, si socialement on prend en charge une forme de responsabilité collective devant l'usage des technologies, alors il n'est pas non plus absolument fatal qu'elles produisent les désastres annoncés. C'est très illusoire ce que vous dites, parce que c'est incontrôlable. Le problème, c'est que c'est incontrôlable. On peut contrôler des choses, l'usage de la voiture, l'usage de... Mais les écrans sont incontrôlables. Ils sont partout. Ils sont sur les téléphones, ils sont sur les ordinateurs. Donc soit on coupe complètement, effectivement, quelque chose, supposant qu'on puisse vivre dans un monde déconnecté, soit de plus en plus, parce qu'avant, c'était uniquement l'ordinateur, puis maintenant, c'est effectivement les SMS, puis, enfin, c'est les téléphones portables, et puis tout le reste, les écrans tactiles. Donc, je veux dire, cette diffusion-là, cette marée-là, elle est incontrôlable, au sens on ne peut pas la contrôler véritablement. Donc, l'idée qu'il y a un usage modéré, que l'on peut faire, oui, dans le principe, absolument. Mais en fait, concrètement, la technologie a toujours des éléments d'avance et donc diffuse ce qu'elle diffuse et tout ce qu'elle diffuse avec. Et donc, forcément, il y a un effet de curiosité. Mais le barrage, l'écran ne fait plus écran. La famille faisait écran. L'écran ne fait plus écran. Justement, l'écran ne fait plus écran. On constate beaucoup de troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Tous ces troubles-là semblent se multiplier. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, Elena Beschinelli, avec la multiplication des écrans ? Là aussi, c'est très difficile. J'ai l'air très prudent, mais là aussi, c'est très difficile à dire. Ça me permet par contre de dire une autre chose. D'abord d'apprécier ce mot de résistance qui est en train de circuler sur cette table, que j'aime beaucoup, cette résistance intelligente. Il est très difficile de dire si les écrans ont un impact sur l'attention au sens de dire une certaine génération a des capacités attentionnelles, a un cerveau différent de la génération précédente à cause de l'utilisation des écrans, et ceci la rend moins capable d'attention dans toute situation. Ça, c'est très difficile à dire, très, très difficile. J'essaierais presque portée à dire que ça me paraît peu probable. Notre cerveau, surtout certaines fonctions, a une longue histoire et il résiste à la réalité. Ce qui ne veut pas dire que les pratiques ne soient affectées. Si on lit un livre dans sa chambre, sans écran autour ou à la campagne, on se concentre sur le livre, on a quelques distractions, les oiseaux, on tournera la tête, mais on est porté à prêter attention aux pages du livre. Quand on lit sur écran, et par là, je ne veux pas dire le lecteur électronique où il n'y a que le livre dedans, mais où il y a des liens Internet, des images, des petites vidéos, quelques publicités à côté qui fait gling-gling, là, des mécanismes tout à fait naturels, non induits par l'habitude des écrans, mais très anciens, nous amène à nous distraire. Il n'y a rien à faire entre le mot écrit qui nous a coûté des énormes efforts pour le conquérir, parce que l'écriture a demandé des efforts de millénaires à l'humanité et des années aux enfants. Lire est dur. C'est un apprentissage compliqué dont il faut vraiment s'approprier. Et ça reste une activité innaturelle qui demande un effort de décodage et de compréhension. Donc, face à cet effort,
la petite image qui fait gling-gling va, entre guillemets, aller chercher dans notre cerveau des mécanismes beaucoup plus simples, beaucoup plus anciens et naturels, la réaction aux images. En tant qu'espèce, on est plutôt fait, entre guillemets, pour reconnaître des objets dans la nature, s'échapper à des proies ou aller conquérir une baie rouge bien mûre que pour lire un livre ou une page de Proust. Donc, si on compare ces deux activités et si on les met ensemble sous un même objet, on risque que notre cerveau aille dans la direction de ce qui lui vient plus naturel. Regardez l'image qui fait gling-gling, le son, aller de lien en lien et se perdre sur cette plage. Des fois, c'est très agréable de se perdre sur une page, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Si l'objectif, c'est d'arriver au fond de la page, pouvoir sauter jusqu'à la plage n'est pas optimal. Donc, juste pour dire que je suis toujours très en difficulté à dire quel est l'impact des écrans sur le cerveau. Je suis en difficulté parce que cette littérature est difficile. C'est difficile de faire des études vraiment bien faites parce que isoler les conditions. Mais ma stratégie est un peu de dire, je ne peux pas me prononcer directement sur ça, mais je peux aller regarder en arrière la longue histoire du cerveau. Et sur la base de ces fonctions, on peut anticiper des difficultés qu'il va trouver face à un objet moderne pour lequel il n'est pas préparé et qui va solliciter des réactions imprévues ou indésirables. D'où cette idée de résistance intelligente, de ne pas se laisser coloniser. Vous parlez de résistance intelligente, j'ai envie de poser la question à tous, finalement, quelles sont les préconisations? J'imagine que parmi les gens qui sont dans la salle et parmi les gens qui nous écoutent, il y a des parents. Alors, je rappelle, ce livre, 12 questions à se poser avant de laisser les enfants regarder la télévision, écrit par vous, Damien Leguet, mais quelles sont les préconisations concrètement que vous formuleriez, les uns et les autres? Si vous voulez, là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que il ne s'agit jamais de jeter à la poubelle, de chasser les démons. Vade retro Satanas, non, ça n'a aucun sens. Empêcher ces enfants absolument de regarder la télévision, d'utiliser Internet quand ils le peuvent, bataille perdue d'avance. Donc, ça n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que mes enfants, les vôtres certainement, utilisent des SMS parce que c'est très pratique. T'es où, tu fais quoi? Nos hommes politiques, dont les ambitions intellectuelles sont faibles, vont pouvoir utiliser 146. Ça leur suffit largement. Et si vous les aviez habitués à n'en utiliser que 80, ils s'en trouveraient très bien. Est-ce qu'il faut craindre justement des dangers quant à la qualité de l'information, à la manière de dire les choses? Quand on doit synthétiser sa pensée, est-ce qu'on peut vraiment synthétiser? Certains vont avoir la maîtrise de ces instruments de proximité, d'immédiateté, de connivence. Le vrai mot est connivence. C'est le petit monde. Mes copains, mes amis de Facebook, vous voyez, bon, par exemple. Ceux-là, pour communiquer avec eux, je les connais tellement, ils savent tellement tout de moi, et moi, je sais tellement tout d'eux, qu'il n'y a pas de problème. Il y a une règle en linguistique qui est que quand on sait tout de l'autre, cela va sans dire, ou en disant très peu. Si vous désirez parler ou écrire à celui que vous ne connaissez pas, voire que vous n'aimez pas et qui vous le rend bien, alors là, je vous signale que vous avez intérêt à mettre le paquet linguistique. C'est-à-dire aller chercher au fond de votre sac les mots les plus précis, les plus justes, les plus rares, à former vos phrases d'une façon absolument précise. La scientifique que vous êtes comprendra que quand Copernic dit la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce que la grammaire lui permet de dire cela. Parce que Terre, sujet du verbe tourner, ne peut être compris, et c'est pas négociable, que comme l'agent de la rotation. Et
Vous voyez ce que je veux dire? On est là sur quelque chose qui... Voilà. Mais d'un autre côté, vous avez la nécessité d'avoir d'autres formes de communication, d'autres ambitions de communication. Et ça, c'est pas SMS, c'est pas un mail. Moi, il y a des choses que je refuse d'envoyer par texto à mes amis. Quand je dis à un ami combien je compatis au décès de sa maman, et que je lui dis ma peine, jamais je n'irai écrire un texto pour lui dire ça. C'est honteux pour moi. Je vais vous donner la parole tout de suite, Damien Leguet. Je voulais juste faire réagir Patrick Boucheron sur rapidement sur la question des réseaux sociaux, puisqu'on en parlait à l'instant avec Twitter, avec Facebook, où on sait tout de nos vies. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un âge d'or quelque part qui est mythifié, qui serait un leurre, puisque votre période de prédilection, c'est le Moyen-Âge? Est-ce que l'intimité était si préservée que ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un âge d'or d'une période précédente où l'intimité était quelque chose de sacré? Bien sûr, la nostalgie est toujours mauvaise conseillère, et surtout lorsque on est nostalgique d'un temps qu'on n'a pas connu et qu'on est en train de rêver au moment même où on le regrette. Mais il n'empêche que les évolutions majeures, elles peuvent créer, par exemple, prenons quelque chose dont on n'a pas parlé, la presse. Qu'est-ce qu'on perdrait si la presse, ce qui est une possibilité tout de même, que si la presse disparaissait en Europe ou en France. Ça veut dire quoi? Si on la lit sur écran plutôt que sur papier, du moins, si c'est une information hiérarchisée, on ne perd pas grand-chose. C'est juste une différence de support. On s'adaptera et l'économie de la presse s'y adaptera. Mais si on perd l'idée même de hiérarchisation de l'information, si nos enfants finissent par se persuader qu'ils n'ont pas besoin de journalistes, de même qu'ils n'ont pas besoin de maisons de disques, qu'ils vont aller chercher leur goûts musicaux sur Internet. Alors, on perd cette idée de médiation qui fait qu'effectivement, ça va être plus difficile pour les enseignants de défendre leur rôle. Et cette idée qui est pour moi une idée pernicieuse, que chacun peut se faire dans l'ouverture, dans la dans l'accueil ouvert et disponible d'une information qui est à portée de main, son propre chemin. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui se perd, qui est celle de la hiérarchie. Donc pour vous répondre, bien sûr, on sait très bien comment, avec les enfants, je veux dire, assez instinctivement, je pense que les parents limitent en temps, tentent de s'y intéresser, essayent de remarquer que, s'ils veulent bien résister, ça serait quoi? Ça serait refuser le jeu vidéo ou en chercher certains qui sont moins pernicieux que d'autres. Je voulais vous donner la parole. Si vous avez demandé des conseils, donc le temps nous est compté, donc je vais en donner 4. La première, c'est de considérer que l'outil fait la langue. Et que ce que l'on constate par les écrans et les médias interposés, c'est que cette pensée rapide, incisive, courte et de nature a diminué la capacité d'expression. Il est sûr que Proust n'a pas communiqué par Twitter. Et que quand on communique par Twitter, on n'est pas Proust. Donc la complexité, qui est quand même le propre de l'être humain et des sentiments, malheureusement, il est perdu. Deuxième chose, il faut résister à cette... Parce que là, on dit les écrans ne sont pas de nature à changer le cerveau d'adaptation. Peut-être, mais ce n'est pas la question de l'écran. C'est la question de la stimulation frénétique de tous les écrans. Donc l'accélération du temps. Donc l'absence de concentration. On ne peut pas se concentrer sur 4 choses et la perte, ce qui est absolument essentiel, du récit. Il suffit de lire Bettelheim ou d'autres. Comment est-ce qu'un enfant devient un enfant? Par le récit et pas par le flux. Voilà. Pas par ce qui vous traverse, mais par ce que l'on acquiert. Troisième chose, et tous les écrans sont des flux. Ils vous traversent, vous ne savez pas ce qu'il en est, vous zappez, ça passe, ça vient. Vous ne pouvez pas vous construire par des flux. Vous pouvez vous construire par de la nourriture, par quelque chose, et donc par des récits. Troisième chose, il faut résister à ce déballage tripal de sa vie, Facebook, machin, je te dis ce que je fais, je te dis machin, mais où est l'intimité des personnes? Mais est-ce que l'intimité des personnes n'est pas la chose qui est la plus importante pour moi, et surtout pour un enfant? Ce que je découvre progressivement, pourquoi cette tyrannie des tripes exposées à tout va colonise tous les enfants, comme si les enfants n'étaient que leurs tripes et non pas ce qu'ils sont. Et dernier conseil, et puis je m'arrêterai là, mais c'est il faut considérer cela comme un droit de l'enfant, le droit de l'enfant à avoir un temps préservé, avoir un temps qui lui est propre, un temps d'apprentissage, un temps
exclu du reste. Du reste, ça ne veut pas dire des amis, ça ne veut pas dire de l'école, ça ne veut pas dire de l'apprentissage, mais que le temps de l'apprentissage est par définition un temps qui est préservé de la sphère. Vous ne mettez pas un enfant en pleine mer, et ben c'est ce que fait malheureusement les écrans, c'est de jeter les enfants en pleine mer sans ces modes d'apprentissage absolument essentiels et qui permettent effectivement de se découvrir progressivement. Et je terminerai en disant une chose, si tout ça rendait les enfants heureux, tant mieux. Mais il y a eu un rapport de l'UNESCO récemment, qui a indiqué qu'un tiers des enfants français sont en situation dépressive. Je veux dire, si ça les rendait heureux, on serait dans le nirvana absolu des écrans. Mais tel n'est pas le cas. La dépression augmente, la consommation de médicaments pour soigner tout cela a doublé dans les pays de l'OCDE en 10 ans. Enfin, je veux dire, nous sommes dans un monde dépressif qui est de plus en plus dépressif par cette stimulation absolue des écrans. Merci. Elena Vasquinelli, je donnerai le mot de la fin parce qu'effectivement l'heure tourne. Vous parliez de jeter les enfants à la mer. Alors c'est surtout le cas, vous l'avez dit les uns les autres, dans les milieux les moins informés, on va dire. Mais en même temps, est-ce qu'Internet ne permet pas une démocratisation des connaissances et un accès aux connaissances justement pour des enfants issus de milieux peut-être moins favorisés? Je serais un peu plus partagée sur ça. Certainement, il y a un accès à la formation qui est très important pour tous. Je ne pense pas que pour les enfants, pour nous tous, avec les limites dont on parlait avant, c'est-à-dire avoir toute l'information à sa disposition ne veut pas dire qu'on est capable de l'accéder ou la traiter réellement. Donc, il y a des limites cognitives qui sont imposées. L'autre aspect reprend ce que disait M. Bertolilla à propos de la mémoire. Et ça sera la recommandation, c'est-à-dire, pour moi, l'attitude face aux écrans, comme face à plein d'autres choses, c'est chercher à comprendre et amener les enfants à comprendre. Comprendre, par exemple, les mécanismes de la mémoire et de la connaissance nous aide à comprendre qu'on ne peut pas complètement externaliser la connaissance, que le mythe que c'est sur Internet ou dans l'encyclopédie, je n'ai pas besoin de l'apprendre, de me le mettre dans la tête, est vraiment un mythe. Vous allez comprendre et raisonner, on restera sur ces deux préconisations. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci à tous de l'avoir suivi. Mardi prochain, pour notre dernier débat de la saison, nous évoquerons un sujet extrêmement différent. Nous verrons quelles sont les perspectives pour l'Irak un an après la chute de Mossoul. D'ici là, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis.